Aujourd'hui, la règle de base pour un e-commerce, c'est grand minimum, 80 à 85% de votre budget Performance Max doit être investi sur Google Shopping. Versus toutes les autres verticales, les autres plateformes. Ça, c'est ton conseil. 80% sur Shopping. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, sur tes campagnes Performance Max, le budget que tu as octroyé à Performance Max doit être investi à 80% sur le canal Shopping. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir pour une interview croisée, je vais vous raconter ça dans un instant, Pierre-Baptiste Couette-Barraud. Tout est important, Pierre-Baptiste de prénom et Couette-Barraud, tes deux noms de famille. C'est ça, exactement. Qui est le fondateur ou cofondateur ? Cofondateur d'une agence qui s'appelle Seos, C-E-O-S, que vous trouvez sur seos.fr, qui est une agence d'achat média pour les e-commerçants, principalement sur Google. Ouais, même que sur Google. Que sur Google, c'est ouais, bien ça. C'est ça. Pourquoi Seos ? Pourquoi Seos ? À la base, on s'est lancé pour faire de la formation sur Google. Ça, on était un peu en mode anti-agence et tout quand on s'est lancé. Et en fait, très rapidement, on s'est dit, on va former les gens. C'est beau. Ouais, non, mais c'est marrant. Je vais te raconter peut-être l'histoire pourquoi. Mais en gros, on s'est lancé, on faisait de la formation. On s'était dit, il faut qu'on ait un nom. C'est qu'il y a un nom, un lien avec la formation. On a commencé à taper plein de trucs, mythologie grecque, etc. On a trouvé le nom d'un titan de la mythologie grecque qui était lié au savoir, qui avait un nom suffisamment court et le nom de domaine était disponible. Et voilà. Et voilà, Seos. Et du coup, on a un nom de domaine en 4 lettres, seos.fr. Ce qui est rare. Ce qui est extrêmement rare. Je pense que c'est là que t'as créé le plus de valeur pour ta boîte. Je ne sais pas, peut-être. Belle agence qui marche bien. T'as quelques clients qui sont en commun des invités du panier. Il y a Nuo, entre autres. Wopilo aussi. Ouais. Est-ce que j'en ai d'autres en tête Mais quels sont tes clients, tes principaux clients ? Je vais bosser pour des boîtes comme Fitness Boutique, Entrepôt du bricolage ou la SAMC par exemple, qui sont un gros groupe français dans le domaine du bricolage. Je vais bosser pour des boîtes comme Equiclick, qui est un vendeur de matériaux, de matériel d'équitation. Esprit Padel, du matériel de padel tennis, tu sais, c'est un sport qui est en pleine expansion en ce moment. Et puis plein d'autres marques. Donc t'as un ICP, ton client Ideal Client Profile, c'est quoi le client idéal et le type de dépenses médias sur lequel t'es à l'aise? En gros, si tu veux, nous on est très fort. Ça va être le revendeur multimarque qui dépense grosso modo entre plus de 20 à 30 000 euros par mois sur Google Ads. Souvent qui a une forte dépendance à Google parce que de par son secteur d'activité. Donc il a besoin de Google pour faire connaître ses produits et qui a des niveaux de marge souvent aux alentours de 40% avant transport. Et donc en plus qui a des enjeux de rentabilité de Google très importants. Et donc ça c'est un enjeu hyper important. C'est là où on est très fort et on fait des très très belles croissances pour nos clients. Pierre-Baptiste Couette-Barraud, vous pouvez taper Pierre-Baptiste et l'emoji éléphant pour le trouver plus rapidement sur LinkedIn ou sur Google évidemment. Et puis seos.fr. Alors pourquoi cet épisode ? C'est assez intéressant parce que Pierre-Baptiste anime un podcast qui s'appelle e-commerçons depuis 3 ans, un épisode par mois. Ouais, c'est ça, grosso modo. J'arrive à m'y tenir. En gros, si tu veux, à la base, c'était, j'ai un site e-commerce aussi à côté. On en a pas trop parlé, mais je m'étais dit comment je fais pour apprendre plein de trucs avec des experts du domaine. Et en gros, j'ai créé le podcast et je vais interviewer plein d'experts dans plein de domaines spécifiques liés au e-commerce. Ça va être genre la logistique, etc. pour pouvoir tout simplement avoir toute leur intelligence et je leur partage sur le podcast. En gros, c'est ça l'idée. E-commerçons. Et on a fait un épisode avec Pierre-Baptiste à l'instant, donc c'est le deuxième qu'on a enregistré à la suite. Moi chez lui et maintenant lui chez moi. Dans le même studio. Dans le même studio, c'est assez marrant, on n'a même pas changé de place.
où on aborde un sujet qui est hyper intéressant. C'est en gros une prise de hauteur sur presque 300 épisodes du panier, dans laquelle on liste le top 10, disons, des méthodes, outils, process que j'ai pu voir. Alors c'est pas statistique, c'est vraiment très empirique, que j'ai pu voir chez les invités que j'ai reçus sur le panier, en disant c'est pas la méthode miracle, mais si on veut réussir, il y a de fortes chances que ça aide. En gros, voilà, c'est un peu comme le loto, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. On parle de préparer sa communauté, choisir son produit, lancer ou non une crowdfunding, une campagne de crowdfunding, pardon, choisir les bons outils, d'internationalisation, d'omnicanalité, bref, tous les sujets qui sont assez récurrents sur le panier. On essaye de faire un peu un résumé, un sum-up en prenant de la hauteur. Épisode que j'ai trouvé très intéressant à enregistrer. Et maintenant, on se fait un épisode sur le panier pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour parler de Performance Max, de PMax et de Google. Tu t'es amusé parce que c'est un amusement chez toi, à auditer des gros comptes, des comptes à plus d'1 million. D'invest par an à peu près, ouais. D'invest par an pour en sortir des apprentissages, des erreurs et surtout des tips. Ils seront a priori en description de cet épisode sur toutes les plateformes et en tout cas sur le site lepanier.io et sur ton site. Ouais, je pense que je le mettrai aussi sur ceos.fr dans le blog. Je vais essayer de mettre dans le blog, formidable. Donc vous pourrez trouver tous ces tips. On va parler de budget et de maîtrise de ce budget. On va parler de tracking parce que le tracking et l'attribution c'est assez complexe. Et on va parler du search, mais en général, disons pour prendre de la hauteur, on va parler de la stratégie Google Ads qui doit pas être un stand-alone, mais qui doit être bien aligné avec votre stratégie d'entreprise et de business. Ouais, c'est ça, exactement. En gros. Si tu veux, l'enjeu que j'ai sur pas mal de e-com qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont tendance à piloter un peu, tu sais, Google Ads comme un outil média standalone où tu vas avoir juste une vision Google Ads, tu regardes juste le ROAS que tu as dans Google et tu dis si oui ou non c'est bien, mais tu occultes en fait tout ce qui s'est passé derrière sur ton business qui a été généré par Google Ads mais que tu vois pas dans Google Ads. Et puis un autre enjeu, c'est que là dernièrement Google met quand même un gros coup de pression avec les consent mode V2. Depuis quelques années, il y a quand même toutes les lois de consentement de RGPD, etc. Aujourd'hui, tu as quand même entre 30 et 50% de ta donnée qui remonte plus dans tes plateformes médias et qui remonte plus dans Google Ads. Donc c'est très difficile aujourd'hui de piloter Google Ads avec uniquement son interface Google Ads. Il faut avoir une vision beaucoup plus macro. Il faut avoir une vision business en fait de Google Ads. On peut plus gérer Google Ads comme un standalone. C'est vraiment une vision globale qui est importante, quoi. Cool. Donc 3 grandes erreurs ou 3 grandes familles d'erreurs. On commence par le budget et puis la partie invest sur shopping. Shopping, c'est le plus gros sujet. Si tu fais de la pub sur Google Ads, shopping c'est le canal d'acquisition par défaut des e-commerce. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui convertit le mieux. C'est très simple, tu as une petite fiche, tu sais, en haut de ton navigateur. Sur cette fiche, tu as une photo, un nom produit, un prix, potentiellement une promo avec un prix barré, des avis clients. En gros, tu as en l'espace d'une petite carte rectangle, tout ce que tu dois savoir pour prendre une décision d'achat. Mais c'est de l'intentionnel. J'ai déjà cherché le nom d'un produit ou une catégorie produit. Ouais, en fait, c'est toujours, en plus de ça, c'est contextuel à ce que tu as tapé dans Google. Donc, c'est hyper puissant, c'est hyper bas de tunnel et ça te permet vraiment d'aller chercher des conversions souvent à 1 ou 2 jours. Suite à un clic, donc c'est génial, tu vois. Tout l'enjeu qu'il y a sur Shopping derrière, c'est que aujourd'hui Shopping, t'es obligé de le gérer via Performance Max dans la plupart des cas. Performance Max, pour nos auditeurs qui seraient peu au courant, c'est des campagnes très algorithmiques et qui travaillent sur tous les canaux de Google en même temps. Donc tu sais, Google, t'as Shopping, t'as Search, t'as YouTube, t'as Display, t'as Maps, t'as Gmail, t'as Discovery, t'as plein de sujets différents. Et aujourd'hui, PMax peut diffuser sur tout ça. Et du coup, une des questions, c'est combien de pourcentage de ton budget part réellement sur Shopping dans tes campagnes Performance Max. Aujourd'hui, la règle de base pour un e-commerce, c'est grand minimum, 80 à 85% de votre budget Performance Max doit être investi sur Google Shopping. Versus toutes les autres verticales, les autres plateformes. Ça, c'est ton conseil. 80% sur Shopping. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, sur tes campagnes Performance Max, le budget que tu as octroyé à Performance Max doit être investi à 80% sur le canal Shopping. Peut-être que ta Performance Max va aussi investir un petit peu en display, va aussi peut-être investir un petit peu sur du YouTube, etc. pour aller faire du remarketing. Mais il faut faire attention parce que tu n'as pas la vision en fait sur ça. Surtout, le conseil le plus important, c'est que tu n'as pas la vision parce que forcément Google, lui, il a tout intérêt à ce que tu saches pas trop où est-ce que ton argent est investi. Pour ça, il y a des scripts que tu peux installer sur ton compte Google Ads et qui va te donner dans un tableau Google Sheet avec un rafraîchissement
quotidien de la répartition de tes budgets en fonction de ces différents canaux sur tes campagnes Performance Max. Ok, et ce script, on peut le faire soi-même? On peut le faire soi-même, ça prend littéralement 2 minutes, ça sauve des milliers d'euros. Non mais vraiment. Et d'ailleurs, si tu veux, on pourra te mettre le lien en description. J'ai fait un petit tutoriel sur comment l'installer, ou même je pourrais te mettre le GitHub de l'agence qui l'a créé. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est gratuit. Donc en vrai, c'est un no-brainer. Il faut absolument le mettre. Et du coup, tu t'assures que ton budget part réellement sur shopping. 80%, 85%, grand minimum. Donc tu forces un peu l'algo pour aller placer ta thune là où ça a de l'impact, c'est ça, hein, et c'est sur du produit, ok. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, surtout sur le canal qui convertit le mieux pour les e-commerce. Donc en plus, il y a une technique liée à ça qui s'appelle ce qu'on appelle Google, en fait, Performance Max Feed Only, qui est une technique qui consiste en fait à supprimer tous les assets de tes campagnes Performance Max et de mettre uniquement ton flux shopping pour pousser automatiquement ou massivement Performance Max à investir sur le flux shopping. Ça, c'est encore fonctionnel au moment où on enregistre. J'ai quelques échos internes à Google qui me disent que la fête est finie sur le sujet. Donc, probablement dans les prochains mois, ce sera plus le cas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, c'est possible de le faire. Il faut utiliser le hack tant qu'il est encore dispo, quoi. Donc, s'assurer, que l'argent est bien dépensé, ton budget est bien dépensé sur shopping. Ouais. 2, s'assurer aussi qu'il soit dépensé sur les produits qui vendent. Ouais. Ou qui rapportent. Ça, c'est le deuxième enjeu, si tu veux. C'est-à-dire que souvent, on va avoir dans son flux produit des milliers de produits, milliers de références produits. Et Google a un gros effet de bord, c'est des effets de concentration de budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir peu de tes produits qui vont prendre la majeure partie de ton budget. En fait, tu vas dans ton compte Google Ads, tu regardes produit, tu classes par coût, tu vas te rendre compte que si ta campagne elle a dépensé 10 000 euros, tu as 8 000 euros, ça investit sur 10 références produits. Et t'es en mode, toutes les autres. Donc voilà. Et en fait, est-ce que sur les 10 sur lesquels ça investit le plus d'argent, c'est mes best-sellers? Est-ce que c'est mes meilleurs produits? Est-ce que c'est les produits sur lesquels j'ai le plus de renta, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait une étude, c'est avant le podcast, sur un gros site. Tiens, j'ai les chiffres sous les yeux, je te les avais partagés juste avant. Sur les 180 derniers jours, c'est un site qui a investi 600 000 euros sur Performance Max. Uniquement, hein, il y a d'autres canaux, etc. 600 000 euros sur les 180 jours. Sur ces 600 000 euros, il y a 337 000 euros qui ont été investis, un ROAS 3 fois inférieur à leurs produits les plus profitables. Donc typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de 50%, en réalité c'est pile 55% de leur budget a été investi sur des produits qui leur ont fait perdre de l'argent. Ouais, c'est complètement con. En fait, c'est plus que complètement con. C'est que en fait, là, littéralement, tu jettes de l'argent par les fenêtres. Tu dépenses ton achat média plus l'argent que tu perds sur tes produits, quoi. C'est ça, exactement. Et alors, comment tu fais pour t'en rendre compte? Alors là, c'est à nouveau des outils type script que tu dois mettre en place. Alors là, on parle de scripts payants qui coûtent plusieurs centaines d'euros, qui te permettent d'avoir ces analyses beaucoup plus fines. Tu peux aussi le faire un peu à la main. Ça va te prendre un temps fou. Mais globalement, ces scripts, ils te permettent de l'avoir en direct. Et après, ton objectif, ça va être de rééquilibrer la répartition de tes produits, de tes investissements en fonction de tes produits les plus profitables pour rediriger du budget sur les produits profitables. Parce qu'à un moment donné, tu as un coût d'opportunité. C'est-à-dire que tu as jeté ton argent à la poubelle sur des produits qui te font perdre de l'argent, mais surtout, tu n'as pas investi assez sur ceux qui t'en font gagner. Donc, tu as vraiment une réaffectation de ton budget à faire sur des produits qui ont un impact important pour ton business et surtout une grosse renta. Et derrière, tu as un gros taf aussi. C'était un des autres points que je voulais qu'on aborde, c'est à travailler aussi tes produits sur lesquels tu n'as rien investi. Travailler aussi les produits sur lesquels t'as rien investi. Le ROAS, là, t'as donné des exemples. Vous pourrez aller le télécharger dans la description de l'épisode, mais tu disais qu'on perdait de l'argent sur un produit avec un ROAS de 6. Le ROAS, c'est le Return on Ad Spend, c'est 1 euro investi rapporte, en l'occurrence 6, ça fait 6 euros. Si le produit coûte 5 et que le shipping coûte 3, on a perdu de l'argent, par exemple. Là, typiquement, sur l'exemple que j'ai mis et que les auditeurs, auditrices trouveront dans la description, on est sur des objectifs de ROAS à 8-9 pour être break-even. C'est ça. Ça veut dire pour juste ne pas perdre d'argent. Donc ça veut dire que tu vois, là, tu as investi 337 000 euros sur de l'argent perdu. Mais même plus que de l'argent perdu, tu as perdu beaucoup plus que ce que tu as investi. L'investissement plus le prix du produit, le delta. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça arrive quand j'ai audité ce compte et que j'ai mis les infos ici. Ça arrive sur des comptes très sérieux. C'est-à-dire que le gars qui gère le compte, c'est pas du tout quelqu'un qui l'a laissé rouler et qui l'a pas optimisé. C'est des comptes qui sont optimisés, mais à nouveau où les points clés du business sont pas comme
où à nouveau, tu vois, les points clés du business, ils sont pas pris en compte, ils sont pas suivis suffisamment, et t'as pas les bons KPIs qui sont suivis. Donc, faut bien s'assurer qu'on investit sur les bons produits. D'une part, ceux qu'on a envie de vendre ou ceux qui correspondent à la saisonnalité ou à la période parce qu'on a envie de mettre le push dessus. C'est pas forcément le cas. Évidemment, ceux qui rapportent. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de produits qui ne reçoivent pas d'impression, pas de couverture. Ouais, mais ça, c'est l'autre enjeu. Tu sais, je te parlais tout à l'heure du fait que Google a un effet de concentration. Ouais. Donc, t'as tes 8 000 € dont on parlait tout à l'heure, là, qui sont investis sur tes 10 premières références. Puis t'as 2 000 qui est réparti sur les 3 000 autres références qu'il y a dessous. Quand t'es revendeur de marque, ou même quand t'as un catalogue produit qui est large, ton enjeu, il est de dire, et souvent, il y a beaucoup d'ailleurs de sites qui disent, tiens, moi, je vais rentrer, tu vois, je vais faire du chiffre d'affaires incrémental en rentrant des nouvelles références produits. Parce que plus je rentre des références produits, plus je fais de chiffre d'affaires, mathématiquement, t'emmènes tout vers le haut. Oui, mais en fait, aussi, potentiellement, sur Google, il y a plein de produits sur lesquels t'investis pas, et tu peux faire ce qu'on appelle une sorte de croissance intra-catalogue. C'est-à-dire que t'as des best-sellers dormants dans ton catalogue actuel que tu n'exploites pas, de par le fait qu'une grosse partie de ton budget Google Ads n'est juste pas investi sur ces produits-là. Mais comment tu peux le savoir? Et bah, la manière de le savoir. Que ce sont potentiellement des best-sellers, pardon, excuse-moi. Il y a plusieurs choses. Alors, le premier truc, c'est par rapport à la concurrence. Et par exemple, tu peux voir ton concurrent direct, il marche super bien sur telle ou telle référence produit. Toi, t'arrives pas à la vendre. Donc, potentiellement, il y a un enjeu prix, il y a un enjeu positionnement, peut-être un enjeu page de produit, etc. Mais si tout ça, c'est OK, et que, tu vois, que Google Ads, ça représente 40 à 60% de ton chiffre d'affaires, à un moment donné, il y a peut-être aussi un enjeu d'investissement sur Google Ads. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Mais typiquement, dernièrement, on a accompagné un site. C'était très drôle. D'ailleurs, j'ai mis une étude de cas. Je peux le citer. Ça s'appelle Notisport, un site qui vend des accessoires des vêtements, de nautisme, etc. On a commencé à bosser avec lui et il a dit, tiens, je savais même pas qu'on pouvait vendre ces produits-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis réussi à aller faire de la croissance intra-catalogue sur des produits qu'il connaissait, qu'il a essayé, qu'il a pas vraiment réussi à vendre au début, mais parce qu'il avait peut-être pas la bonne structure de compte, etc. Et en fait, rien que ça peut te tirer vers le haut l'intégralité du compte, juste parce que tu viens tester continuellement aussi des nouveaux produits. Ensuite, ça veut dire que tu as quand même un peu de test and learn, parce que si tu as 3000 produits, tu en as 10 qui sont couverts par ton ad spend, et que les 2990 autres le sont pas, pour aller les tester, tu peux avoir de l'insight, tu peux avoir du gut feeling, comment on appelle ça en français, du ressenti peut-être. Du ressenti, ouais. T'as d'autres méthodes, d'autres moyens. Comment est-ce que je fais pour tester ces 2990 produits sans perdre trop d'argent? Ouais, je dirais que le premier truc, ça va être, il va y avoir une partie de ressenti, il va y avoir aussi une partie de ce que tes concurrents, ce qu'on a dit un peu, tu vois. Tout ça, ça te permet déjà de faire une petite classification des produits où tu te dis, il y a quand même un potentiel là. Ça, tu vas aller les tester. Une fois que ces produits, tu les as testés en potentiel, etc. En fait, globalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des structures dans ton compte Google Ads qui vont te permettre de surinvestir pas surinvestir, mais d'investir et de donner suffisamment de budget à tes produits très profitables, mais aussi d'octroyer des budgets de test à tes produits qu'on appelle zombies, donc qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas d'impression, qui n'ont rien, pour justement aller faire de la découverte. Et potentiellement, si ces produits, ils marchent bien, peut-être prendre des décisions d'aller leur donner plus de budget ou de les retravailler un peu plus, etc. Et là, du coup, ça va être vraiment une structure Google Ads qui va être très importante, une méthode de test, et puis aussi un peu de travail de concurrence, d'analyse de la concurrence et du marché, quoi. Ok, compris. S'assurer dans un premier temps que votre budget est bien dépensé sur shopping, s'assurer qu'il est dépensé sur des produits qui rapportent, et si vous perdez de l'argent, en tout cas, en être conscient et le perdre pour des raisons qui sont les bonnes, parce qu'on veut conquérir des parts de marché, on est prêt à perdre, ça peut être un effort marketing. Ouais. Et puis c'est une question de répartition aussi. Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu investis de l'argent sur des produits qui te font perdre de l'argent, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que tu as peut-être testé. À condition de le savoir et de le faire consciemment. Et dans des pourcentages qui restent OK. C'est-à-dire que si tu investis 20% de ton budget sur des produits qui t'ont fait perdre de l'argent parce que tu étais en train de les tester, mais ça marche pas, au moins, ça marche pas. Mais là, tu vois, typiquement, l'exemple qu'on mettra, c'est 55% du budget qui est parti. C'est beaucoup trop, en fait. Beaucoup trop. Et enfin, évidemment, aller faire de la croissance intra-catalogue et chercher de la couverture d'ad spend sur le reste du catalogue, sur des produits qui potentiellement pourraient vous apporter du volume et de la renta. Évidemment, pardon. Et ça, tu vois, genre, typiquement, pour te donner un exemple, je vais sortir l'étude de cas prochainement. Je te disais tout à l'heure, je travaille avec Ekiclick. Du coup, un site dans le domaine de l'équitation, etc. Ça, juste ces points-là, là, dont je viens de te parler, c'est ce qu'on a mis en place avec eux, versus l'année dernière. Google Ads, c'est un canal d'acquisition majeur pour eux, versus l'année dernière, c'est 60 à 70% de croissance. Sur un marché déjà mature. Ouais, c'est ouf.
on peut aller chercher des vrais chiffres. Je vous parle pas d'aller optimiser du 5% de plus ou du 10% de plus. Une bonne allocation budget sur les bons produits profitables avec des stratégies de test peut aller te permettre de faire des x2 sur ton chiffre d'affaires à des visions 3 mois. C'est pas toujours le cas. Eux, ils ont été particulièrement forts. Il y a plein de choses qui fait qu'aussi, tu vois, on a une équipe en place, on a des bons produits, on a plein de choses qui vont bien. Mais on a aussi, tu vois, les bons produits, l'équipe en place, ils l'avaient déjà avant. Il y a aussi à un moment donné, une fois que tu as ça, tu peux appuyer sur, entre guillemets, un bouton, une bonne stratégie et déclencher vraiment une augmentation, une accélération des ventes. Évidemment, tout ça, faut le traquer. Ouais, méga important. Méga important, le tracking. Je pense que c'est un des enjeux les plus importants et les plus, les plus laissés sur le côté. Tu vois, parce que c'est le truc que personne comprend vraiment. C'est quoi le tracking? C'est quoi un bon tracking? Et surtout, à quoi ça sert? Et surtout, je pense que il y a, tu sais, quand tu fais du e-commerce depuis longtemps, ça fait 5-6 ans que tu fais du e-commerce. Il y a quelques années, ton tracking, c'était normalement, ça devait être un miroir de ton site. C'est-à-dire que ce que tu voyais dans Google Ads, c'était le miroir de ce que tu avais vu dans ton site e-commerce. C'est-à-dire que tu disais, je fais 5 ventes sur Google, ou je sais pas, j'ai fait 100 ventes sur Google, sur mon site e-commerce, j'ai fait 150 ventes, j'ai 100 ventes qui sont attribuées à Google. Ouais, c'est logique, ça me paraît être un lien pertinent. Aujourd'hui, le tracking, c'est plus cet enjeu-là. L'enjeu du tracking aujourd'hui, c'est de nourrir les algorithmes de Google pour avoir un maximum de data pour que lui puisse aller te chercher des nouvelles ventes toujours plus rentables, toujours plus performantes et améliorer toutes ses campagnes. Mais ton point, c'est quand même donc de dire on fait confiance à l'algo. En fait, aujourd'hui, Performance Max, c'est le centre de la stratégie des sites e-commerce. Performance Max, c'est une campagne ultra algorithmique. Comment fonctionne une campagne algorithmique? Elle se base sur de la donnée pour pouvoir s'optimiser. Quelles données elle prend en compte? Ton tracking. Donc en fait, optimiser Performance Max sans prendre en compte le truc le plus important qu'elle va utiliser pour s'optimiser, qui est le tracking et la donnée que tu lui envoies, en fait, tu sais, c'est juste, t'optimises pas le bon truc. Enfin, tu t'attardes pas sur tes clés, tes facteurs clés de succès. Compris. Le premier enjeu, c'est d'aligner ton tracking avec tes objectifs business. Je pense que ça, c'est le point sur lequel la plupart des sites, ils sont à côté. Parce que je sais pas si t'es allé déjà, tu vois, dans des comptes Google Ads, même quand tu fais du tracking en général, peut-être tu remontes toujours deux éléments différents dans un tracking. Tu remontes ce qu'on appelle un nombre de conversions. Souvent, c'est un nombre de ventes. Et peut-être comment tu distingues la conversion 1 de la conversion 2 en termes d'importance. Souvent, du coup, tu vas dire, je vais valoriser ces conversions. Donc, je vais apporter une valeur de conversion. À aucun moment, Google a dit, on va apporter un CA TTC plus frais de port sur la valeur de conversion. Non, ils ont dit, c'est une valeur de conversion. Toi, maintenant, tu peux valoriser cette valeur de conversion de la manière dont tu veux. Souvent, quand je te disais, tu vois, des produits, nos clients qui ont des marges à 40% avant transport, 50% avant transport, ils ont des enjeux. L'enjeu, il n'est pas de faire du CA TTC avec des frais de port. L'enjeu, il est de faire de la marge. Comment on aligne Google Ads avec nos enjeux business? Eh bien, tout simplement, on met en place un tracking avec des valeurs de conversion à la marge. Donc, on ne demande plus à Google, maximise-moi mon CA hors taxe, mon CA TTC, maximise ma marge. Là, l'impact, il est complètement majeur. Déjà, d'une, tu vas retrouver dans ta plateforme Google Ads une lecture beaucoup plus fine de l'information parce que tu seras à 0, enfin, entre guillemets, tu seras au-dessus de 1 ou en dessous de 1 en ROS. Parce que dans tous les cas, c'est ta marge qui remonte. Donc, au-dessus de 1, tu gagnes de l'argent, en dessous de 1, tu perds de l'argent. Donc, déjà, c'est assez simple à lire. C'est aussi d'autant plus simple à lire que quand tu as des milliers de références produits, il y a certains produits, tu fais 500 € de marge, d'autres produits, tu fais 15 € de marge. Donc, très difficile de piloter parce que les ROS n'ont rien à voir. Va calculer un ROS par référence produit quand tu as 20 000 références produits, bon courage. Et du coup, là, tu passes sur des enjeux de marge, tout est à 1. Donc, tu as aussi un pilotage qui est facilité. Donc, c'est ça, en fait, d'aligner tes enjeux business avec tes enjeux, avec ton tracking, notamment pour la marge. Il y a un autre point qui est important avec ça, et souvent, moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est quand vous faites votre tracking, n'oubliez pas quel est votre objectif d'acquisition, votre objectif business derrière. Par exemple, tu fais du one-shot, ton marché, c'est la vente produit one-shot, je sais pas... un matelas. Tu en donnes un tous les 7 ans. Ouais, c'est ça. Un matelas, tu peux pas te permettre de dire, je vais perdre de l'argent sur ma vente. Donc, ton objectif, c'est la renta. Maintenant, tu vends des cosmétiques. Je sais pas, une crème pour le visage. La probabilité que les gens rachètent ta crème sur le mois suivant, le mois d'après, elle est élevée. Donc là, on est sur la rétention client. Ton objectif, c'est plus de faire de la renta sur ton premier achat, c'est de faire des nouveaux clients. Google Ads est un canal d'acquisition de nouveaux clients pour toi, plus un canal de rentabilité. Du coup, ça change tout en termes de paradigme parce que ça te permet vraiment de faire de la croissance. Quel est le coût que tu es prêt à payer pour un nouveau client?
et tu bombardes. Ça, c'est... tu l'as dit, tu as utilisé le terme paradigme. C'est vraiment le principe avec lequel je vais piloter mes campagnes et définir mes objectifs. Ouais, mais c'est hyper important d'aligner tes objectifs, comme on disait, business avec tes campagnes. Et tu vois, typiquement, j'ai eu l'exemple dernièrement, là, j'ai accompagné une marque de vêtements. Et j'ai mis et eux, ils ont tout compris. La marque s'appelle Seagal. J'ai mis l'étude de cas aussi sur le site. Super épisode sur le panier. Ouais, je vous recommande. Avec Mathieu, j'imagine. La marque, ils ont tout compris. Eux, ils ont justement un enjeu où leurs produits sont exceptionnels. Ils ont une grosse rétention. Et quand justement on a commencé à bosser avec eux, on leur a dit très tôt, l'enjeu pour vous sur Google, il n'est pas d'aller chercher de la renta, même si en vrai ils pourraient le faire. Il est d'aller chercher des nouveaux clients. Et c'est le meilleur choix qu'ils ont fait. Parce que aller chercher de nouveaux clients, certes, ça leur coûte plus cher sur leur premier achat, mais en fait, à long terme, c'est des intérêts composés. Plus tu as de nouveaux clients, plus ces clients achètent régulièrement parce que tu travailles bien ton CRM, plus derrière, tu as du chiffre d'affaires qui se cumule, et potentiellement de la marge, et de la renta, etc., etc. Et je pense que c'est là, tu le soulignes bien, mais l'importance de travailler son CRM quand on est des produits à forte LTV, forte lifetime value, c'est-à-dire qu'il va y avoir du réachat. Une fois qu'on est allé chercher ce nouveau client, avec un CAC potentiellement élevé et une perte sur la première vente, l'important c'est de le rattraper sur la suite avec un bon CRM. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ça coûte beaucoup moins cher le CRM. De toute façon, regardez votre compte Google Ads, regardez votre CPC, c'est le coût que vous coûte une personne qui vient sur votre site. Est-ce que ça vous coûte moins cher d'envoyer un email ? En général, le CPC moyen en France, il est de 40 centimes. Moyen, hein, tout confondu. Il y en a qui ont des... Tout à l'heure, j'étais dans un site e-commerce d'imprimerie, CPC 1,50 €. Il y en a d'autres domaines, j'ai des CPC à 4-5 € quand tu as des produits qui sont chers. Est-ce que ça te coûte moins d'1,50 €, moins de 40 centimes d'envoyer un email ? Oui. Objectivement. Tu vois ? Donc en fait, la question, elle se pose pas. Si tu as un travail de rétention, travaille ton CRM à fond, quoi. La question, elle est vite répondue, comme dirait JPFN. C'était Bertrand Durand-Gasselin, donc j'imagine l'associé de Mathieu, que j'avais reçu. C'était un super épisode. Putain, je vois 7 personnes, 5 millions de CA, 200 commandes par jour. Joli. Ils ont commencé avec un short de bain qui peut se porter aussi comme un short traditionnel. Tu sais que la folie du truc, c'est, je suis allé, du coup, j'étais chez eux la semaine dernière. À Marseille? Ils sont à Toulon. À Toulon. Ouais. Ils font tout eux-mêmes. À 5 millions de CA, hein, ils font tout eux-mêmes. Ils expédient eux-mêmes depuis le centre de Toulon. Ça n'a aucun sens. Les mecs sont des warriors. Mais franchement, j'adore parce que ils ont tout compris en fait au business. Et tu vois, je trouve que ça corrèle vachement avec l'épisode que nous on a fait ensemble juste avant, et que sur c'est quoi un peu les règles, tu vois, d'un e-commerce qui marche bien. Que vous pouvez écouter sur e-commerçon. Le podcast e-commerçon, pardon. Et c'est ça. Tu vois, ils ont une stack outils efficace. Ils ont une équipe en interne, c'est efficace. Ils se creusent pas la tête outre mesure sur tout, et ils font les choses juste bien, tu vois. En fait, c'est bien géré, bien pensé, et voilà. Parfait. Prochaine étape dans le tracking, il y a un autre enjeu. On a parlé d'aligner avec les objectifs business. J'ai parlé du one shot, de la LTV. J'ai parlé aussi un peu d'aligner la valeur de conversion sur ces objectifs de marge, par exemple. Même d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas des objectifs de marge parce qu'ils ont une renta bien plus élevée, tu vois, typiquement des marques qui ont des 70%, 80% de marge brute. Là déjà, alignez au moins votre tracking sur du CA hors taxe, hors frais de port. Vous gagnez pas d'argent sur la TVA, moi non plus a priori. Vous gagnez en général pas d'argent sur vos frais de port. Donc réalignez, vous allez tout de suite avoir vos ROAS qui baissent, mais surtout vous allez piloter avec du CA hors taxe, beaucoup plus pertinent. Après, quelques bonnes pratiques basiques sur le tracking en général. Là, en 2024, l'indispensable de l'indispensable, c'est suivi avancé des conversions. Suivi avancé des conversions, en gros, vous allez remonter des informations sur vos clients, sous réserve de leur consentement, etc. Évidemment, mais c'est des informations personnelles qui vont aider Google à connecter en fait vos conversions avec un compte Google, avec des informations personnelles. Donc, en général, on remonte l'email, on remonte le numéro de téléphone, on remonte aussi des informations type prénom, nom, rue, l'adresse, enfin bref, toutes ces infos. Ça permet d'améliorer la qualité du tracking en général. L'autre truc un peu laissé de côté, le suivi des nouveaux clients. Ça, souvent pour les marques à forte LTV, c'est assez intéressant. Ça te permet d'avoir dans tes campagnes, notamment search, ça permet de te dire, tiens, sur toutes les conversions que j'ai fait,
il y a X pourcentage de mes conversions qui ont été faites sur des clients existants. Et l'avantage de cette donnée, c'est qu'elle est hyper quali parce que c'est pas de la donnée Google, c'est de la donnée que tu remontes de ton CRM ou que tu remontes de ton, tu vois. Okay. Et donc cette qualité de données, elle est vraiment énervée pour derrière prendre des décisions search et dire ah putain cette search, bah elle investit, en fait elle a généré plein de conversions, mais 50% de ces conversions c'est des clients existants. On a une LTV hyper importante. L'incrémentalité de cette search, elle est uniquement de 50%. Donc en fait, quel intérêt de la garder? Est-ce qu'on peut pas la paramétrer différemment pour qu'elle aille faire 80%, 90% de nouveaux clients? Et puis le dernier aspect, bah là, Consent Mode V2, on est en plein dedans. Et là, il faut bien faire attention sur le Consent Mode V2 à faire une installation avancée du Consent Mode V2. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, en gros, pour faire simple, si tu veux, c'est que si tu fais le Consent Mode classique, en fait, tu conditionnes tes balises pour le Consent Mode. Peut-être je vais expliquer déjà ce que c'est le Consent Mode parce que c'est un point assez important. Le Consent Mode, c'est grosso modo ce que Google a mis à disposition pour aider les sites à se mettre en conformité sur la partie justement du consentement, un peu des lois de protection de données. Le RGPD. Le RGPD, mais il n'y a pas que le RGPD. Il y a l'article 82 aussi, et il y a aussi un article sur les postes et les téléphonies, sur l'envoi des emails. Et donc il y a plusieurs sujets que pas juste les RGPD. Et sur tous ces sujets-là, en fait, le Consent Mode, il est aujourd'hui indispensable. Donc, tu dois le mettre en place avec des CMP, donc c'est des Consent Management Platform, type Sirdata, type, il y a quoi? Il y a Cookiebot, bon, il y en a plusieurs, vous pouvez regarder, qui sont partenaires avec Google, et ça va te permettre, en gros, de te mettre en conformité, d'une certaine façon, en partie en conformité avec ces lois RGPD. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, le RGPD, c'est 30 à 50% de données en moins dans Google Ads. Comment tu compenses ça? Google a proposé un outil qui permet de faire de la modélisation sur les 30% manquants. Donc, ils vont dire, je suis pas sûr, allez, supposons que vous êtes très bon, vous avez que 30% des gens qui refusent vos cookies, 70% des gens vous suivez du coup, les gens, vous suivez ce qui se passe, et du coup, Google va faire une sorte d'extrapolation. Est-ce que c'est une règle de 3? Bon, ils disent qu'il y a de l'IA, etc. On verra bien, mais dans tous les cas, ils disent, il y a 100 ventes sur les 70. Bon, bah voilà, sur les 30% restants, il y a tant de ventes, il y a tant de CA générés. En tout cas, on estime que c'est ça. Et ça, en fait, le suivi avancé, en installation avancée, ça te permet de mettre en place, en gros, voilà, c'est un peu technique, mais grosso modo, c'est que tu vas envoyer des pings à la fois quand il y a du consentement et des pings à la fois quand il n'y a pas de consentement pour que Google puisse avoir un groupe témoin de consentement et un groupe témoin de non-consentement pour pouvoir derrière faire de l'extrapolation de données. L'extrapolation sur l'ensemble de ton trafic généré, quoi. C'est ça. Okay. Et ça te permet de pouvoir récupérer potentiellement jusqu'à entre 50 et 75% de ces 30% qu'on refusait. Donc, en fait, tu passes de 70% d'acceptation à 80% d'acceptation. C'est majeur, hein. Je veux dire, quand tu investis 200 000 € par mois sur Google, c'est une grosse partie de ton budget. Ouais, ça fait la diff. Ok. Tu veux parler aussi ensuite de first party data, donc la donnée que je maîtrise moi-même, qui m'appartient. Ça reste quand même un basique. Un classique. Ouais, c'est un classique, c'est-à-dire que quand tu as un CRM, quand tu as des audiences, pourquoi tu les utilises pas? Mais en fait, il faut les utiliser aussi dans tes plateformes, à la fois pour les exclure, par exemple, de tes campagnes, notamment par exemple d'acquisition. Bah, t'as pas envie de retoucher des gens, notamment sur Search, tu peux tu peux exclure des audiences spécifiques. Donc ça, c'est très intéressant à faire. Et puis l'autre aspect, c'est que tu vas pouvoir aussi les mettre dans tes performances max avec ce qu'on appelle des règles de valeur, où tu vas venir dévaloriser les conversions qui sont faites auprès de certaines audiences pour pousser l'algo à ne pas faire des conversions sur ces audiences-là. Bon là, c'est des techniques un peu plus avancées, mais ça te permet justement d'aller pousser du nouveau client, ce genre de choses. Donc en gros, sortir les audiences que j'ai pu importer moi-même, mais qui marchent pas ou que je veux justement exclure. Ouais, bah en fait, t'as un peu deux logiques. T'as la logique sur les campagnes, je dirais un peu anciennes, où là t'as un vrai contrôle. Là, tu peux dire, ces gens-là, on diffuse plus dessus. Ah. Puis après, quand tu viens sur du Pmax, là t'as un peu moins de contrôle. Là, tu peux moins dire, je veux pas aller sur eux. Par contre, tu peux dévaloriser les achats que ces gens-là font dans la campagne et donc pousser la campagne à pas faire des achats sur eux parce que c'est pas là où elle va maximiser les objectifs que tu lui as fixés. Donc ça, c'est les audiences existantes. Il y a du lookalike aussi? Alors, les lookalike n'existent plus sur Google Ads, malheureusement. Ce n'est plus disponible. Depuis quand? Ça va faire 1 an à peu près, quelque chose comme ça. Par contre, tu peux faire t'as des audiences ultra quali sur Google. D'ailleurs, si vous avez des campagnes Performance Max, tu vas dans Insight et Google en fait te donne les audiences sur lesquelles tu convertis le plus avec des index par rapport à la moyenne. Et donc parfois, tu as des index à x16, x17. Donc tu peux aller trouver de nouveaux personas ou nouveaux segments, Et souvent, tu as des audiences qu'ils appellent sur le marché. Sur le marché, c'est quoi? C'est des audiences que Google, avec tous ces signaux qu'il a partout, c'est-à-dire littéralement partout, ils sont capables de dire, ces gens, ils sont prêts à acheter un ordinateur
tu vois, ou sont prêts à acheter. Il y a des audiences méga précises, du genre, j'ai vu des trucs du genre gants pour vélo. Il y a vraiment des trucs super spécifiques. Quel enfer. Et du coup, bah, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est imagine, t'as du contenu vidéo un peu. Bah, c'est la même audience sur YouTube. Boum, sur YouTube, first haut de tunnel, et tu bombardes sur ta marque en tunnel. De mecs qui veulent acheter des gants pour vélo. Par exemple, ou si tu vends, je sais pas moi, des bateaux, si tu vends des voitures, si ça, t'as tu le des trouves où? audiences. Ça, tu vas les retrouver dans les insights de tes campagnes, dans ton interface Google Ads. Tu vas tu peux aller dans une campagne en particulier, par exemple ta plus grosse dépense, mais tu peux le faire aussi à l'échelle de ton compte. Sur la gauche, t'as Insight, tu descends un petit peu et t'as les audiences avec les meilleures réactions. Et ils vont te donner les audiences qui réagissent le mieux selon les impressions, les clics et les conversions si t'as suffisamment de valeur de données. Et là, en fait, t'as ton tunnel d'ailleurs. C'est assez intéressant parce que potentiellement, ce que tu peux te rendre compte, c'est que tes campagnes, elles investissent en impression énormément sur des audiences qui convertissent pas. Donc, tu peux aussi les réorienter pour dire, attention, c'est ces audiences-là qui convertissent. Donc, tu vas pousser dans tes signaux d'audience Performance Max les audiences qui convertissent en haut pour qu'il aille aussi en bas travailler les audiences qui convertissent. C'est hyper intéressant. Google, c'est tout c'est tout sur tout. Hein. C'est quand même incroyable. Non, en fait, tu sais, à un moment donné, il y a Google Analytics qui est installé sur littéralement 80% des sites, 90% des sites. C'est pas juste pour vous donner des données, tu vois. C'est pas pour vous aider juste à analyser votre site. C'est pour récolter toute la data sur tout ce que les gens font sur partout en ligne, quoi. Ton troisième et presque principal point, en tout cas, c'est que le search est sous-exploité en général. Ouais, search, ça c'est le vilain petit canard qui a été mis de côté depuis 2 ans. Notamment en e-commerce. C'est pas le cas en génération de leads. Ça reste un canal hyper important sur Google Ads. Par contre, en e-commerce, en fait, PMax a tiré toute la couverture et tout l'espace médiatique. Et du coup, dernièrement, on a pas mal analysé du coup la partie search et notamment la partie search dans des parcours d'achat plus longs donc assez longs. T'as des produits un peu chers. Typiquement, je parlais de Ekiclick tout à l'heure. Tu sais, t'achètes une selle à 2500 €. C'est rarement sur un coup de tête. Ouais. Tu vas analyser, tu vas faire une réflexion, etc. Et là, search, c'est hyper intéressant. Et tu vois, c'est ce que je te disais juste avant. Google a supprimé à nouveau cette information, je crois, sur l'attribution. En fait, vous pouvez comparer les modèles d'attribution. On peut faire très simple. L'attribution, c'est de dire une vente, est-ce qu'elle est comment dire, attribuée ou est-ce qu'elle a été réalisée par Google, par Facebook, par Pinterest, par n'importe quel canal. Mais tu as même aussi cette notion d'attribution intra-plateforme. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire, est-ce que cette vente, elle a été faite par telle campagne, ou la campagne PMax, ou la campagne Search. Et en fait, Google a enlevé le truc, donc je pourrais pas vous dire où le trouver, mais ils l'ont enlevé. Mais on a fait des analyses avant qu'ils l'enlèvent. Et en fait, quand tu analyses sur des parcours d'achat assez longs, tu te rends compte que Google Search, sur du premier clic, génère entre 20 et 25% de plus en conversion versus le modèle basé sur la donnée qui surfavorise Performance Max. C'est très technique comme sujet. C'est technique, mais hyper intéressant. Mais 25% de plus ? En tout cas, sur les comptes qu'on a analysés, c'est 20-25%. Okay. Sachant que ce sont des produits chers avec des parcours d'achat assez importants. Donc, c'est pas à prendre pour tout le monde, évidemment. Là, ce que je vous invite à faire, si vous voulez savoir si vos parcours d'achat ils sont longs, vous allez dans votre compte Google Ads, vous verrez juste au-dessus de vos campagnes, vous avez un truc qui s'appelle segmenter. Tu peux segmenter tes conversions et tu peux segmenter tes conversions par durée, journée de conversion ou durée de la conversion, un truc comme ça. Et ça va vous donner pour chaque campagne, sur une échelle de 1 à 90 jours, la répartition de vos conversions en fonction d'une time frame de temps. Okay. Et du coup, potentiellement, tu peux te dire, ah waouh, en fait, j'ai 20% de mes conversions qui sont faites à 14 jours. Ça veut dire que je dois aller travailler encore plus mon haut de tunnel parce que ça prend du temps. Et là, search est méga pertinent pour vous. Donc, il faut pas laisser search de côté, en tout cas. C'est ce que t'es en train de me dire. Ouais, en gros, il faut pas le laisser de côté et surtout, il faut bien le bosser. Et ça, je pense, c'est le deuxième sujet, c'est que, tu sais, dans search, t'as beaucoup plus de contrôle que sur PMax. Même si sur PMax aussi, tu as quand même cet enjeu d'écriture des annonces. Donc en gros, sur Search, tu dois faire plusieurs choses. Tu dois associer un mot-clé avec une annonce. Et ton travail, en gros, c'est quoi ? C'est d'écrire les meilleures annonces possibles pour ce mot-clé. Comme ça, tu as un CTR très élevé. Tu as ce qu'on appelle un quality score de ton mot-clé qui est très élevé. C'est une note sur 10 que Google te donne selon 3 critères. Et grâce à ça, tu vas passer devant tes concurrents, tu vas payer ton CPC un peu moins cher et théoriquement, tu vas maximiser aussi ton taux de conversion et la rentabilité de tes campagnes. Et donc, du coup, ton enjeu quand tu lances du search, c'est aussi d'écrire des annonces qui sont genre ultra carrées. Et souvent, elles sont très, très loin d'être carrées, ces annonces-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur comment écrire des très bonnes annonces, mais je vais quand même vous partager les bonnes astuces ici. Mais les bonnes annonces aujourd'hui, c'est des annonces qui sont écrites sur des biais cognitifs. Les biais cognitifs, pour ceux qui savent pas, c'est en gros les raccourcis que notre cerveau fait
pour prendre des décisions dans des situations compliquées, de prise de décision, plus ou moins. C'est pas forcément compliqué d'ailleurs. Pas toujours compliqué, ouais. C'est les raccourcis que fait notre cerveau. C'est ça, globalement c'est ça. Il y en a une quarantaine, une cinquantaine qui sont les plus fréquents. Ouais. Et en gros, nous on en a choisi 6. Alors pas parce que tu sais, on est genre plus intelligent que tout le monde sur nous c'est les meilleurs 6, je sais pas quoi. On s'est basé sur une étude de Google qui s'appelle Messy Middle, qui a analysé ces 6 biais cognitifs. Ils ont créé, pour l'étude, c'est des fous, hein. Ils ont créé 31 marques différentes dans 31 industries différentes. Ils ont interrogé plus de 1000 personnes par marque. Et sur ces 1000 marques, ils ont testé chacun des biais cognitifs indépendamment, plus des combinaisons de biais cognitifs, plus l'intégralité des biais cognitifs, pour voir est-ce que les participants étaient prêts à changer de choix principal pour une marque. Je prends un exemple bête. Imaginez, vous êtes un vendeur automobile, vous avez un client en face de vous, sa marque préférée, c'est BMW. Vous êtes Renault, vous voulez le faire changer d'avis sur un pool de 100 personnes. Combien de personnes vous êtes capable de faire changer d'avis en utilisant les 6 biais cognitifs pour acheter Renault? Et je crois que sur l'automobile, les stats, c'est comme 35%. 35% des 100 personnes seraient prêtes à passer de BMW à Renault. Et ça, ils l'ont testé via 6 biais connectifs. 6 biais connectifs qu'ils appellent le Messy Middle. M-E-2-S-Y plus loin, middle comme le milieu, M-I-2-D-L-E. Vous tapez études Messy Middle ou Messy Middle Search. J'ai mis Google Messy Middle et vous trouvez les études. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, je t'ai donné la voiture. Et la voiture, c'est un des trucs, c'est le plus affect. Et tu sais, t'as acheté une BM, tu vas garder BM quasiment toute ta vie. Ça veut dire que là, quand même, rien qu'avec ça, il y a 30% des gens qui se disent, ouais, moi, l'affect, en fait, non, je vais peut-être prendre une autre marque. Donc, c'est hyper important. Mais ce qui est ouf, c'est que là, je t'ai donné un des trucs les plus bas. Il y a des trucs dans leur étude, ils ont réussi à faire changer d'avis 80% des gens. Notamment sur l'assurance voiture. Okay. Bon, ça, pour typiquement, c'est un truc où t'es moins fidèle. Mais c'est impressionnant, tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant. Peut-être d'ailleurs, nos auditeurs et auditrices se disent, mais c'est quoi les 6 biais cognitifs dont ils parlent? Ça peut être intéressant de les partager. En gros, il y a ce qu'on appelle l'heuristique catégorielle. C'est la plus difficile de toutes. Mais en fait, elle est difficile, mais en même temps, elle est très simple. Grosso modo, ça consiste à faire un texte très court qui résume les éléments clés de ton offre. J'ai fait un article sur le blog de seos.fr sur les différentes biais cognitifs avec des exemples à chaque fois. Mais en gros, c'est ça. T'as le pouvoir de l'instant. Attends, refais-moi le heuristique. L'heuristique catégoriel, en gros, c'est ta capacité à écrire un petit texte qui va résumer de façon très courte les éléments et les caractéristiques principales d'une offre. Ok. Tiens, j'ai mis des exemples sur le site de SEOs. Attends, je vais te ressortir ça pour te donner des exemples concrets. Parce que je trouve que c'est toujours difficile parfois de se projeter, tu sais, dans un biais cognitif quand on le dit. Par exemple, un exemple d'heuristique, typiquement, Free le fait sur ses forfaits. Il te met 2 € le forfait mobile et dessous, il te met quoi? Il te met 60 minutes France et 60 SMS. Bon, c'était une vieille pub, mais en gros, il t'a résumé sa proposition de valeur en une ligne. Et ça, tu peux le faire. Tu peux mettre, par exemple, ça peut être le nombre de pixels dans l'appareil photo d'un smartphone. Ça peut être la puissance d'un processeur. Ça peut être la teneur en protéines d'une whey. Ça peut être donc ce billet typiquement c'est tabler, c'est faire un pari sur la capacité du consommateur à comprendre vite, ou plutôt à ne pas comprendre, à ne pas lire un long texte. C'est lui dire très rapidement Renault moins cher que BM. J'en sais rien, mais grosso modo c'est ça. Et tu fais des raccourcis que tes clients vont avoir dans leur cerveau et tu les aides à l'avoir direct. L'heuristique catégoriel. Ouais, ok, ça, c'est pas mal. Le deuxième truc, c'est le pouvoir de l'instant. Ça, le pouvoir de l'instant, c'est moins 50% maintenant. C'est plutôt de dire que, en gros, plus les internautes doivent attendre quelque chose, moins ta proposition de valeur est forte. Donc, Amazon l'a très bien compris, il te livre dans la journée. Ça, c'est l'instant. Potentiellement, oui, okay, dernièrement, j'ai l'immédiateté, quoi. J'ai enregistré un podcast avec Uber Direct. C'est l'offre de Uber où ils peuvent te livrer en 15 minutes n'importe quoi. C'est quand même ouf, tu vois. Bah, en fait, t'es vraiment dans ce pouvoir de l'instant. Là, pour donner des exemples très clairs, ça va être livraison express à domicile. Ça va être résultat en 3 semaines seulement. Ça va être installation en 5 minutes. Tu vois, on est dans, ça prend pas de temps, il y a peu de barrières à l'entrée. C'est assez facile à mettre en place. L'autre point, ça va être la preuve sociale. Ça, c'est le plus classique, on le voit partout. Les avis clients sur les pages produits. D'ailleurs, le remonter dans son flux shopping, c'est assez intéressant. Ça, c'est pas mal. Et il y a plein de trucs dans la preuve sociale. Il y a les avis clients, mais il y a les recommandations des amis. T'as les études de cas, c'est de la preuve sociale. T'as
les preuves par des experts, etc. Donc là, c'est très classique. Hein. Je sais pas, on a 26 villes. Tu vois, par exemple, comment tu vas l'écrire dans tes annonces 26 000 avis clients vérifiés. 117 magasins en France. C'est-à-dire, si on a 117, c'est quand même qu'il y en a beaucoup quand même. 5000 clients fidèles. Noté 4,5 sur Trustpilot, sur je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. L'autorité. Les plus forts en autorité, je trouve, c'est Oral-B. Tu sais, ils font des pubs avec des dentistes. Ouais. Ils disent, ça, c'est le choix numéro 1 des dentistes. En fait, pourquoi, si les dentistes, ils prennent ça, moi, je vais prendre ça, tu vois. Donc, en fait, c'est tu prends un expert pour dire que ton produit, il est génial. Je m'étais fait une remarque un jour là-dessus, sur le biais cognitif de l'autorité, à propos de, est-ce que c'était pas une marque de chewing-gum, validée par, et tu sais, tu creusais un peu, en fait, tu réalisais que, mais non, mais c'était un bullshit complet. Souvent, c'est un bullshit complet, d'ailleurs. Mais l'autorité, c'est hyper puissant. Je sais pas si tu connais l'expérience de 1000 grammes. Vas-y. Mais l'expérience de 1000 grammes, c'est ça, c'est, alors désolé, hein, c'est un peu macabre comme truc, mais grosso modo, ils ont pris, je la résume très simplement, mais ils ont pris des participants qui savaient pas qu'ils participaient à une expérience sociale, d'une certaine façon. Ils ont pris des acteurs, ils ont mis ces acteurs sur une chaise électrique, ils ont mis devant les participants une sorte de panneau où ils pouvaient régler la force électrique, et à côté de ce participant, une personne en blouse blanche qui leur explique qu'ils peuvent continuer à augmenter la dose d'électricité jusqu'à la dose létale, où il y a marqué en plus sur l'outil que ça va les tuer. Mais vous inquiétez pas, c'est moi qui prends la responsabilité, c'est moi qui machin. Donc, en fait, en gros, c'était comment mesurer la soumission à l'autorité de la population. Quel enfer. 65% des gens sont allés jusqu'à la dose létale. Les gens sont des moutons. Non, mais en fait, du coup, ça face à une autorité. Ouais, face à une autorité. Donc, ça pose beaucoup de questions et surtout, ça montre la puissance que les biais cognitifs peuvent avoir dans la prise de décision et comment les utiliser en marketing. Mais allez voir l'expérience de 1000 grammes, c'est super intéressant sur Wikipédia ou même il doit y avoir des vidéos, je pense, qui l'expliquent très bien. MIL, GRAM, tout simplement. Expérience de 1000 grammes, effectivement. Premier résultat en français, c'est Wikipédia. Ok. Ouais, et très solide cette expérience. Mais alors, t'as un exemple d'annonce ? Ouais, les exemples, ça va être scientifiquement prouvé. Ça, c'est pas mal. C'est de l'expertise. Ça va être revendeur officiel. Ça, c'est pas mal. Okay. Disponible en pharmacie. La pharmacie, ça a ce côté expertise, ou si c'est en pharmacie, c'est qualitatif. C'est aussi un truc qui est pas mal, c'est élu meilleur produit de l'année. Là, on est sur de la labellisation un peu expertise, mais il y a d'autres gens qui ont dit c'est bien, puis c'est des experts, en fait, parce que c'est meilleur produit, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal, l'autorité, sur certaines façons. T'as le pouvoir de la gratuité. La gratuité, c'est très fort. Si vous pouvez faire quelque chose de gratuit pour les gens, faites-le, même des trucs qui vous coûtent rien. Genre, offrir un PDF avec un produit. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce que tu peux offrir gratuitement, même si ça te coûte rien, c'est hyper intéressant. Ce que tout le monde fait, c'est c'est une évidence, c'est l'envoi gratuit. L'envoi gratuit, c'est pas toujours possible. Mais il peut y avoir d'autres choses. Parfois, tu peux faire d'autres choses. Mais en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que ces biais cognitifs, ça provoque une source d'excitation irrationnelle chez les gens. Le fait que ce soit gratuit. Non, mais les mots sont forts, hein, mais le fait que ce soit gratuit, ça devient irrationnel. D'ailleurs, c'est très marrant parce que la promo en général, ça fait un peu cet effet-là, tu vois. Quand tu vois là les vidéos Black Friday aux États-Unis où les gens ils courent pour aller acheter des télés qui sont à 200 € de moins que d'habitude, alors que bon, ils ont augmenté le prix de 200 € juste avant. Il y a un truc qui est irrationnel parfois dans les décisions sur ce type de choses. Et donc là, c'est fort, hein, retour gratuit. Le mot gratuit en fait est fort. Si t'as pas la livraison gratuite, tu peux mettre retour gratuit. Tu peux offrir un échantillon. Tu peux offrir l'installation si c'est un produit qui s'installe. Tu peux offrir, je sais pas moi, 2 produits achetés, 1 produit offert. D'ailleurs, un truc qui m'avait marqué là-dedans, qui était très très fort, c'était une marque de culottes menstruelles qui avait fait ça. Il disait, payez juste le shipping de votre culotte. Je sais plus comment ça s'appelait, Moule ou un truc comme ça. Et en gros, ils ont envoyé des culottes menstruelles à fond, juste pour le prix du shipping, c'était 3 €, quelque chose comme ça. Et ce shipping était remboursé si les gens recommandaient derrière. Ils ont fait des millions. Ils ont fait des millions d'envois. Ils font des millions d'envois et des réachats, quoi. Ouais, mais en fait, le réachat, du coup, les gens recommandaient une deuxième culotte parce qu'en fait, quand t'as une culotte menstruelle, il t'en faut, je suis pas du tout expert du sujet, mais pour le coup, t'en as besoin d'autres en général, t'en as besoin de 2 ou 3. C'est très rapide en lessive. Mais voilà, c'est ça. Et ok, hyper intéressant. Je crois que 900 Care aurait fait ça. C'est possible. C'est une connerie. Ton premier achat, le principe c'est d'avoir ta recharge était les bocaux quoi, pour les récipients. De mémoire, la première commande était genre gratuite, juste shipping ou 1 €, un truc comme ça, parce que il comptait sur le réachat. Ok.
Et ça, tu vois, la gratuité, c'est facile à mettre en place. Et puis surtout, avec un peu d'innovation, tu peux le faire. Et c'est pas toujours offrir un truc. D'ailleurs, j'aime pas trop ce truc de promo, tu sais. Souvent, t'arrives sur des sites, ils te mettent moins 10% sur votre première commande. Et bon, à la fois, c'est bien, parce que ça peut permettre de convertir plus, mais je trouve que t'as un côté de dévalorisation de ton offre quand tu offres trop de promotions directement. Donc souvent, je préfère offrir quelque chose avec avec la première commande, un truc, un petit bonus, plutôt que l'inverse. Et ça, tu peux le mettre dans tes campagnes d'ailleurs aussi en promotion. Ça peut être pas mal. Et tu peux le mettre sur Shopping, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis le dernier truc, c'est la rareté. Ça, la rareté, j'aime pas mal aussi, mais c'est les produits rares et limités ont avantage désiré par les acheteurs. Nike l'a bien compris, ils font des éditions limitées qui s'arrachent et qui sont revendues des centaines, milliers d'euros, alors que la paire vaut 120 balles à la base. Et là, du coup, dans tes annonces, à nouveau, tu peux l'utiliser. Tu peux mettre en avant plusieurs trucs, soit une limite de temps, soit tu peux mettre une limite de quantité, soit une limite d'accès. Et il y a même une dinguerie que la plupart des gens... Qu'est-ce que t'appelles une limite d'accès ? Limite d'accès, ça va être juste les 100 premiers. Ok. Par exemple. On a que 1000 paires. On a que 1000 paires. Seulement, les 1000 premiers peuvent se servir. Seulement les VIP. Okay. Seulement les abonnés à une newsletter. Il y a plein de trucs. La dinguerie. La dinguerie, c'est, personne ne le sait, mais dans Google Search, tu peux créer un countdown automatique dans ton titre. Ça veut dire que tu peux créer une date qui va changer tous les jours et qui va te mettre une heure ou un jour différent de façon automatique dans tes titres Google Search. En variable que tu en mets variable. dans Search. Okay. Ouais. Hyper intéressant. Et ça, en fait, si tu veux, tous ces aspects-là, et quand je disais tout à l'heure, tu sais, il faut optimiser ses annonces au plus haut niveau, ça passe par vraiment avoir une réflexion marketing derrière ces annonces, et pas juste écrire, je sais pas, nous sommes la meilleure perceuse du monde. Bon oui, mais ça s'arrête pas là. Il y a plus de choses que juste la meilleure perceuse du monde si tu vends des perceuses. Et surtout, il y a un autre projet qui est assez important sur les annonces search. C'est qu'il faut que tu sois dans un process d'amélioration continue. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu analyses à terme les performances de tes meilleurs titres. Tu supprimes les titres les moins performants. Tu réutilises les titres les plus performants et tu les remplaces. Ça, en général, c'est incrémental, toujours en termes de performance. Et je dirais le dernier truc sur l'écriture des annonces qui est aussi super important, c'est de vraiment focaliser son énergie sur augmenter son CTR. Par exemple, aujourd'hui, des annonces search très spécifiques avec un mot-clé spécifique, où tu as moins de 15% de CTR, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Une annonce hyper spécifique avec un CTR, donc un click-through rate, inférieur à 15%. Sur search, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Okay. C'est pas je vire, c'est j'optimise. On peut aller plus loin. Attention, d'une industrie à l'autre, ça peut peut-être légèrement changer. Oui, là, tu parles d'un truc très pointu, mais pas généraliste. Non, mais même, en fait, sur une requête en expression, là, on parle de type de correspondance, en expression ou en mot-clé exact, si tu as bien choisi ta requête, qu'elle est pertinente par rapport à ton produit, je sais pas, moi, tu vends des micros et tu te positionnes sur micro XLR, si t'as pas 15% de CTR sur ton annonce, il y a un problème. Donc, il y a un problème sur ton annonce, il y a un problème sur la qualité du mot-clé choisi ou autre, mais c'est 15%, c'est un bon indicateur. Voilà, ajuster un peu en fonction des industries. Mais j'ai vu des annonces qui performaient à des 35% de CTR quand elles sont bien écrites, tu vois. Alors, c'est pas pour tout, évidemment. Non, et ensuite, il faut bien calculer son atterrissage et ta conversion sur ton site et ton tunnel, parce que c'est pas tout de dépenser de l'argent pour faire venir des gens sur le site, il faut ensuite qu'ils achètent, effectivement, quoi. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est pas juste écrire pour vos clients, c'est pour votre porte-monnaie. Ouais. Parce que tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des meilleures annonces, vous avez un meilleur CTR. Si vous avez un meilleur CTR, Google considère que votre annonce est de meilleure qualité et sert l'intérêt de Google qui est de dire « je réponds » à la question d'un utilisateur avec un contenu pertinent. N'oublions jamais, Google, son intérêt numéro 1, c'est qu'on trouve ce qu'on cherche. Donc, bon CTR, c'est une bonne valorisation de ton annonce. Et donc, derrière, si tu as une bonne valorisation de ton annonce, tu vas avoir un quality score qui va être plus élevé. Et du coup, tu vas avoir des CPC qui sont souvent plus bas. Donc, ça va te coûter moins cher que tes concurrents. Ça te donne un avantage concurrentiel. Et donc, du coup, en général, des meilleurs rentas. Et on parle de 5, 10, 15% parfois de CTR en moins sur les meilleures annonces. Quand tu investis 50 000, 60 000 euros par mois sur Search, ouais, ça commence à chiffrer. On commence à parler de vraies performances, d'optimisation. Cool. Et pour conclure, ouais, on a fait pas mal de sujets. Ouais. J'espère qu'on n'a pas perdu trop nos internautes. Non, c'est un épisode bien plus technique. Et je t'avoue que même moi, là, je suis très heureux d'avoir un expert en face de moi. Et j'espère, chers auditeurs, chers auditrices, que ça vous a plu. Mais ouais, du coup,
En fait, c'est compliqué de Google. Tu sais, c'est un canal qui est un peu où les gens sont un peu moins fans parce que je trouve que tu vois sur Meta par exemple, en tant qu'utilisateur de Meta, tu vois tout de suite ce que c'est une pub Meta. C'est-à-dire que tu te dis c'est une bonne créa, ça c'est impactant, j'aime beaucoup. Je vais créer la même pour ma marque, puis on va la diffuser. Et puis du coup en fait aujourd'hui ton media buying sur Meta, il est un peu moins important que la qualité de ta créa. Je dis pas qu'il est pas important, mais il est un peu moins important. Sur Google, la réalité de ta performance, elle se cache dans la technique. Elle se cache dans la subtilité. Dans le truc de taux d'attribution dont je t'ai parlé tout à l'heure, ou sur Search, en fait, ton premier clic, t'es à 25% de plus. Donc, si tu travailles bien ton Search, tu rentres plus de gens en amont. Et du coup, t'as plus d'argent au final. Bref, je vais pas rentrer dans du technique pur, mais du coup, c'est très intéressant aussi de voir que les clés et les facteurs clés de succès entre Meta et Google ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, le dernier point, c'est définir son budget. Parce que là, j'ai souvent des gens qui me viennent avec cette phrase magique qui est « Tant que ça marche, je peux dépenser plus ». Qui est une phrase magique, mais surtout qui est, au-delà de ça, très difficile à définir. Ça veut dire quoi? Quel est le niveau? Parce que ce que je sais, c'est que Google, plus j'investis, moins mon retour sur investissement va être bon. Donc, ça voudrait dire qu'il faut vraiment que si je pourrais pas maintenir ce ROS avec plus de budget. Donc là, il y a des vrais enjeux sur comment définir son budget. Et ton budget, tu dois le définir autour de 3 indicateurs. Dans un premier temps, le COS. Ça veut dire Cost of Sales. C'est globalement le pourcentage de ton CA hors taxe que tu es prêt à investir en marketing. Tu fais 100 000 euros de CA hors taxe, tu es prêt à investir 15%, tu as 15 000 euros de budget marketing. Sur ces 15 000 euros de budget marketing, 50% de ton chiffre d'affaires vient de Google Ads. Tu décides d'investir, par exemple, en ratio de tes investissements. Ça veut dire que tu vas mettre 7 500 euros en budget Google Ads. Tu as tes frais d'agence, je sais pas, c'est X milliers d'euros par mois. Moins ça, mon budget Google Ads, c'est tant. Ça représente, du coup, tel pourcentage de mon CA hors taxe. Mais c'est pas suffisant, ça, parce que demain, imagine, je sais pas, je fais une newsletter, j'explose mon CA d'un coup, mais c'est pas Google qui me l'a servi. Pour autant, le budget Google augmente. Donc, il va falloir prendre en compte aussi l'indicateur retour sur investissement, donc le ROAS, souvent, ROAS, Return on Ad Spend, sur Google. Et puis, le dernier aspect, nouveaux clients. Et les nouveaux clients, ça, c'est surtout pour les marques qui ont une forte rétention. Est-ce que mon Google m'a généré des nouveaux clients? Est-ce que ça m'a généré une incrémentalité business? J'aime beaucoup ce mot qui est assez compliqué finalement, mais c'est vraiment Google pour moi. Il faut vraiment le penser comme un canal qui va t'apporter de l'incrément par rapport à une base et pas comme un canal qui va continuer à maintenir tes performances. Et globalement, je pense que on a fumé la moitié de nos auditeurs. Merci à tous. Non, c'est cool. J'essaie de visualiser ton dernier point qui est sur le cost of sales, le ROAS et les nouveaux clients, je comprends. Cost of sales aussi, en gros, t'as un top down en fait, et pour définir ton budget et ton budget futur. Donc il faut déjà avoir une expérience. C'est pas au start que tu fais ça, c'est pas au début que tu fais ça. En fait, tu le fais tout au long. Ouais. Si tu veux. En fait, ce qui est intéressant avec le cost of sales, et c'est pour ça qu'aujourd'hui toutes les boîtes sérieuses, elles travaillent leur budget Google Ads et leur budget marketing avec un pourcentage de leur chiffre d'affaires hors taxe, c'est que ça te permet toujours d'avoir un budget qui est associé avec ta saisonnalité, avec un développement de ton chiffre d'affaires, etc. Si demain tu te dis, nous aujourd'hui, on a fait tous nos calculs de marge brut, net, etc. On est prêt à investir en marketing 15% de notre chiffre d'affaires hors taxe. Ces 15%-là, en fait, si tu fais 100 000, ils sont à 15 000 euros. Si tu fais 200 000, ils sont à 30 000 euros. Donc, ton budget marketing évolue en fonction du chiffre d'affaires de ton site. Donc, ça te permet d'avoir toujours, et en fait, surtout de toujours garder une sorte d'enveloppe qui est le même pourcentage. Un des gros enjeux, c'est que parfois, quand tu surperformes, tu as tendance à vouloir baisser le poids de tes investissements marketing. Mais imagine demain, on est dans une bonne saisonnalité. Mes performances Google, elles marchent super bien. Et donc, en fait, je réussis à te faire la croissance que tu veux en dépensant moins que le budget que tu m'as donné. Qu'est-ce que je fais du budget de différence? Ce budget de différence, je peux faire deux choses avec. Soit je dis, c'est ma marge et je le garde dans ma poche. Soit je dis, je vais faire des tests avec ça. Soit je vais augmenter mes budgets pour aller augmenter mes ventes, plus de conversions, etc. Et donc, en fait, ce cost, il te permet toujours de te dire, en fait, je suis au-dessus ou en dessous. Je me suis fixé 10%. Ah, on est à 11% ensemble en ce moment. Je vais baisser un peu mes budgets. Je vais essayer de me retrouver dans une traîne où ça va me permettre d'être à 10%. Oula, on performe bien, on est à 8%. Je vais augmenter mes budgets. Je vais aller mettre un peu plus et je vais aller me retrouver à 10%.
Pourquoi ? Du coup, l'enjeu, c'est que tu as toujours un budget qui est associé avec le chiffre d'affaires réel que tu fais et tu ajustes ça soit au mois, le mois, à la semaine, c'est en fonction des budgets que tu dépenses. Quand tu commences à mettre des 300 000 euros par mois, tu ajustes à la semaine. Parfois, tu ajustes 3 jours, tu vois. Quand tu investis 10 000 euros par mois, là, on va ajuster, toutes les 2 semaines, par exemple. Parce que tu n'auras pas le suivi aussi poussé. Mais voilà, je sais pas si c'est un peu plus clair du coup. Ouais, c'est clair, très clair. Cool. Putain, hyper technique. Merci infiniment. J'espère que ça vous a plu, chers auditrices, chers auditeurs. Vous pouvez continuer la conversation avec Pierre-Baptiste, couette comme une couette et barreau comme un barreau. Et sinon, Pierre-Baptiste et l'emoji éléphant. Sur LinkedIn. Que vous retrouvez sur sa casquette si vous regardez la vidéo sur YouTube ou ou les reels, pardon, sur TikTok ou sur Insta. Et évidemment, ceos.fr, ceos.fr, qui est ton agence d'achat média Google pour les commerçants et e-commerçants. C'est ça, on fait que ça. J'espère en tout cas que ceux qui nous ont écoutés, qui débutent sur Google, je leur ai pas trop fait peur. Pour ceux qui sont les plus avancés, que je leur ai pas fait trop peur non plus. Mais en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'est de pouvoir montrer qu'il y a une vraie granularité. On peut aller vraiment très loin dans notre réflexion sur Google et que cette réflexion, elle se fait finalement toujours autour du business. À la fin, c'est est-ce que je fais de la marge ? Est-ce que je suis rentable ou non, tu vois. Cool, merci infiniment. Je vous dis à tous et à toutes, salut, à la prochaine. Ciao. Et, merci à toi, t'es venu de Barcelone. Hein. Ouais, exactement. Ok, t'as toute ton équipe à Barcelone, vous êtes tous On est tous en télétravail. En remote. Ouais, c'est la magie de 2024, ça. Alors, tu es depuis longtemps à Barcelone ? Ça fait 3 mois, je viens tout juste de déménager. D'accord, et t'étais où avant ? Nantes. D'où l'éléphant. D'où l'éléphant. Exactement. Les machines de Lille. Je vous recommande d'aller voir, c'est extrêmement impressionnant. Vous allez voir un éléphant se balader dans le centre-ville de Nantes, quasiment le centre-ville, qui vous crache de l'eau. Un éléphant immense, hein. L'éléphant, il fait 20 mètres de haut, quoi. Ouais, c'est ça. Pour vos enfants, l'été, c'est génial. Vraiment, c'est une attraction top si vous avez des enfants. Merci à toi, merci à toutes, merci à tous. À bientôt. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.